Ah, mais... Tiens, qu'est-ce que vous avez là? Bah justement, c'est parce que je m'étais débrouillé, j'avais trouvé un petit cochon. Un patamande. Oui. Ah, mais vous êtes marteau! Et regardez ça, ça pisse le sang! Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2 de la campagne de Warhammer Made by Amateur pour l'avenir de l'Estali. Alors, la vidéo précédente était bien chargée, hein, avec toutes les règles, les listes d'armées, etc. Et bah, ce coup-là, en fait, voilà, on va simplement faire la première saison, c'est-à-dire le printemps. Donc une saison avec un tour de jeu pour chaque joueur, donc les deux généraux qui vont bouger pour chaque joueur, en espérant qu'il y ait au moins une petite bataille pour tout ça. Alors, cette campagne va débuter, et on débute toujours avec les arrivées des armées, hein, sur les Stali, les emplacements en fait de nos capitales, de nos fleurs de déploiement de base. Alors, comme vous le voyez sur la carte dispose de cités fortifiées, etc. Mais rappelez-vous, il faut qu'on ait un hexagone dans la mer, vu qu'on arrive par la mer. Donc, on n'a pas eu d'emplacement de base, on a choisi un petit peu, voilà, où est-ce qu'on voulait aller. On pouvait pas bien sûr se mettre sur une cité fortifiée déjà du début, hein, et il fallait qu'on soit au moins à 5 voire 10 hexagones de distance d'un adversaire. Donc c'est Thomas qui a commencé de se déployer en premier. Donc Thomas il s'est déployé, comme vous le voyez, sur le coin nord-ouest, avec ses contes vampires. Vu que c'était le premier, ben voilà, ça s'est fait au dé, hein, on a décidé au dé qui allait se déployer en premier. Ensuite, Thomas s'est donc déployé avec ses contes vampires, et donc ses deux généraux, hein, c'est donc sa vampire à pied et son grand nécromant, hein, voilà, donc sa vampire à pied très offensif, hein, très brutal, et son nécromant plutôt basé sur la magie. Voilà, il connaît déjà les contes vampires, il utilise mon armée, mais il les connaît déjà. Ensuite, le deuxième à se déployer, ça a été Henri, avec les guerriers du chaos, et les guerriers du chaos viennent toujours du nord, et bon, il s'est pas embêté, il s'est mis quasiment au nord de la carte, hein, une bonne dizaine d'hexagones de Thomas, pas très loin d'une cité fortifiée, et surtout pas très loin non plus d'une cité, et du temple maudit, hein, du temple chaotique de l'Estali. Voilà, il savait pas très bien où se mettre, il a décidé de mettre une position assez confortable. Ces généraux, donc à Henri, comme on l'avait dit dans la vidéo précédente, c'est le général du chaos. Alors vous voyez que j'ai ardemment peint, parce que j'ai peint toute l'armée de guerriers du chaos. Donc comme ça au moins on aura des belles parties. Voilà, donc c'est son grand général, c'est son seigneur du chaos, hein, son seigneur du chaos à pied. Et son second général, le deuxième, pas le plus important mais le deuxième, c'est son prince démon. Parce que voilà, c'est un prince démon qui a essayé de faire un combat mental contre le seigneur du chaos et qui a perdu. Voilà, autrement dit, ce seigneur du chaos est vraiment un gros bourrin. Donc voilà, Henri se déploie ici. L'une ou l'autre de ces listes d'armées, hein, que ce soit celle du prince démon ou du seigneur du chaos, sont tout aussi brutales les unes que les autres. Il s'est mis du côté, voilà, à côté des contes vampires. Bon bah, ça lui faisait pas trop peur. Il ne craint pas trop la magie, sachant que Zinch est avec lui. Le troisième à se déployer, ça a été Pierre. Pierre, alors, vu la tollée qu'il m'a mis cette semaine, il était content, hein, avec ses hommes lézards. Et il s'est mis dans une position assez confortable, vu qu'il s'est mis très loin des guerriers du chaos, presque complètement à l'ouest de la carte. Voilà, il est un peu loin quand même des cités ou des cités fortifiées, mais il a quand même une bonne position parce qu'il est un peu isolé, hein. Il est sur le côté ouest, il est très loin des guerriers du chaos, et surtout ça bloquait un petit peu les trois autres, hein, qui devaient encore se déployer sur le littoral. Donc ces deux généraux, hein, comme on l'avait dit, son grand général à Pierre, c'est son prêtre mage Slan, extrêmement basé sur la magie et les skinks, et son second général, que vous avez très bien vu contre mes rois des tombes à l'épisode précédent de Made by Amateur, son général Saurus sur Carnosaur, qui n'est pas son général suprême, hein, c'est son Slan. Son général Carnosaur est plus basé sur une liste d'armées Saurus et monstres. Donc voilà pour le déploiement de Pierre. Ensuite, ça a été au tour de Lucie. Et Lucie, voilà, s'est mis à côté des hommes lézards. Elle s'est mis pas très loin d'une cité, pas très loin en fait d'une tour de sorcier aussi, hein, et d'une mine. Voilà, elle a certainement pris la meilleure position. Voilà, bon, c'était l'ordre, hein, qui voulait. Moi, j'aurais bien voulu me placer là, mais bon, c'est elle qui s'est mis ici. Classiquement, hein, elle arrive du sud, elle est sud-ouest un petit peu, elle est assez loin des hommes lézards, elle est loin de tous les autres adversaires, parce que je vous rappelle que traverser des montagnes c'est compliqué, ça vous double la distance à faire.
Donc elle est quand même bien protégée. Ces deux généraux, donc rappelez-vous à Lucie, c'est son prince sur Griffon, hein, son grand général, c'est son prince sur Griffon. Et alors lui est plutôt basé sur un enchaînement Lion Blanc et Char, tandis que son second général, c'est son maître du savoir de ES, bien sûr, là plutôt basé sur Lion Blanc, maître des épées, Sœur d'Avlorn. Hein. Un ensemble assez très disparate. Elle a une très bonne liste. Hein. Lucie, elle s'est bien amusée à faire de quoi se battre contre n'importe qui. N'importe qui, ben, c'est les deux derniers, c'est donc mon collègue, hein, Lilian, qui lui se déploie, voilà, il s'est mis une sorte de fjord, je sais pas si, enfin, plutôt il s'est placé vers les bois pour un orc, c'est un peu bizarre, mais bon, en fait, il s'est mis à côté d'une cité, hein, à côté d'une tour de sorcier, pas très loin d'une mine. Il s'est mis en fait le plus loin possible des hommes lézards parce qu'il les craint. Il m'a avoué qu'il les craignait et des guerriers du chaos. Les guerriers du chaos contre les orques, ça fait toujours de belles parties, mais voilà, c'est toujours trop brutal. Là, il s'est mis pas très loin des elfes, enfin assez loin des elfes quand même, et surtout, en fait, il me bloque un peu mes déploiements, moi, hein. Pour me finir, pour bien me gêner, il m'encaisse un petit peu en fait sur le côté, sur l'est, hein, sur le sud-est de la carte. Donc son déploiement est classique, hein, là aussi, il a choisi ses deux généraux, donc son grand général suprême, c'est le général Orque Noir, hein, bien entendu, et alors lui est basé bien sûr sur un nœud Orque Noir avec beaucoup de bases gobelines et orques, et de l'autre côté, bien sûr, il a son général Orque Sauvage, le second général de son armée, qui lui est plutôt basé sur Orque Sauvage Costos et Gobelins. Voilà, c'est un petit peu ce qu'il avait en tête. Il est à côté d'une cité, donc il va être très très chiant du début, il va pouvoir vite se développer, il va falloir vraiment faire attention. Il pourra peu coloniser vers la forêt, parce que ça coûte plus cher, hein. Mais en tout cas, voilà, il m'a bien bloqué pour mon déploiement, donc moi, pour finir, hein, j'ai dû me déployer, comme vous le voyez, sur totalement le sud-est de la carte. Alors je suis pas très loin d'une cité fortifiée, je suis protégé par les montagnes, mais bon, j'ai quand même deux adversaires qui sont assez importants pour les Bretoniens à côté de moi. J'ai les orques et gobelins qui sont certainement les premiers qui vont m'arriver sur le crâne. Et de l'autre côté, j'ai les contes vampires. Donc c'est pas, voilà, c'est pas pour rigoler, hein. J'aurais préféré être à côté des Elfes ou des Saurus, hein. Et là, il n'y aurait pas eu de souci, mais purée, orques et contes vampires, je m'en sors moyennement sur ce coup-là. Donc moi mes deux généraux, mon grand général d'armée, c'est bien sûr mon chevalier du Graal, hein, qui va commander donc ces unités graleuses et chevalier du royaume. Et de l'autre côté, ma prophétesse, mon second général, elle va plutôt se baser sur un ensemble homme d'armes, errant et quêteux. Voilà, un petit peu ce que je voulais mettre dans mes listes, on va dire en large. Donc voilà pour les déploiements, hein, voilà pour tout ce que je pouvais vous dire pour les emplacements des généraux. Donc voilà pour les déploiements. Donc ensuite on a effectué un jet de dés pour savoir que l'ordre, hein, de passage l'ordre de jeu, tout simplement. Alors celui qui faisait le plus grand jet choisissait l'ordre, en fait, tout simplement. Mais celui qui faisait le plus grand jet avait le droit de doubler ses points de déplacement pour son premier tour. Voilà, c'est une idée qu'on a eue. Et c'est Lilian, le général orc et gobelin, qui a eu le plus grand chiffre. Donc il a décidé de l'ordre. Alors pour commencer, ça sera Lucie, hein, les hauts elfes qui vont commencer. Ensuite, ça sera Lilian lui-même qui va partir, donc avec son premier général qui pourra faire une avancée énorme. Ensuite, ça sera Pierre avec ses hommes lézards. Je continue avec Henri pour les guerriers du chaos. Ensuite, ça sera Thomas avec ses contes vampires. Et bien sûr, dans un grand fair play, fait jouer en dernier. Pour l'ordre de la première... pour le premier tour de la campagne, pour le printemps. Alors je vous rappelle les règles pour le printemps. Donc au printemps, hein, dès qu'on fait un jet d'avancée et qu'il fait 1 ou 2, on peut le relancer, hein. Un jet de déplacement, on peut le relancer, parce que c'est le début de la saison, alors c'est une seule fois qu'on peut le relancer bien sûr, et que tous les sorts de la vie et de la bête ont +1. Donc c'est quand même très utile, vu qu'en plus, surtout pour moi, j'utilise ces domaines, donc c'est assez cool. Alors, commençons par le choix des événements. Bien entendu, les événements sont faits avant quoi que ce soit, surtout dans l'ordre de jeu. Donc, Lucie a donc commencé et a choisi l'événement très simple de Tourelle sur la plage, parce que voilà, de toute façon là pour le premier tour, on risquait pas de se rentrer dessus tout de suite. Donc, voilà un petit peu pour, on va dire, cette partie-là. Elle choisit les tourelles sur la plage, ce qui veut dire que son empire ne pourra pas être attaqué par le littoral. Alors elle jette son D6 plus 1 de déplacement, et elle fait 2, donc elle peut effectuer un déplacement de 3 cases, hein, de 3 hexagones.
Et donc, ben, c'est parfait, elle est à 3 cases d'une cité, donc évidemment, elle envoie son général sur Griffon, hein, à la cité, voilà, elle envoie pour prendre le contrôle de la cité, et là, sans aucun problème, gagner déjà des civils pour les évacuer. Ses points d'avancée, elle lance ses 2d6 et elle fait un beau 10. Donc elle peut vachement se développer et c'est parti, son empire se développe, elle prend possession de la mine grâce à ses points d'avancée et elle développe son empire du côté des hommes lézards et non pas du côté des orques. Alors, ce qui n'est pas précisé dans, dans ce que je vais vous dire, c'est que on a mis à peu près, allez, 40 minutes avant de lancer nos premiers dés, parce que je vous assure qu'il y a eu de la magouille, mais alors à mort, dans la soirée, entre le temps que je prenais pour descendre toutes les figurines et qu'on m'aidait à installer et tout ça. Il y a eu de la magouille, de la négociation, de la promesse, je pense du mensonge aussi. Alors Pierre et Lucie sont très bien entendus, l'homme lézard et le haut elfe là, ils sont très bien entendus. Du côté des vampires, ils ont essayé de m'avoir, mais non, j'ai pas accepté. Et du côté des orques, Lilian s'est tenu à envoyer balader tout le monde, c'était cool. Voilà, donc ça a commencé déjà un petit peu à mitonner, on va dire. Donc le déploiement des hauts elfes et le déplacement et les points d'avancée des hauts elfes étant fait, et ben c'est au tour maintenant de Lilian, de son chef Orque Noir. Il a décidé de commencer avec son grand général, et vu qu'il a le x2 en déplacement pour ce tour-ci, et ben il fait un superbe 5, donc ben c'est parti, hein. Il fait 4 et 1, il fait donc 10 de déplacement, et pour commencer à me foutre les chocottes, et ben il vient directement traverser, enfin à côté de mon empire, hein, il vient placer son général Orque Noir à côté de mon empire. Alors soit il va falloir que je m'en occupe tout de suite, soit il va pouvoir me rogner de mon territoire rapidement. Pour ses points d'avancée, ben, il jette et il fait là aussi un double 5. Bravo, hein, donc 10 points d'avancée pour le développement des orques. Pas trop mal. Donc il se développe là aussi du côté des Bretonniens, voilà, vers chez moi. Il prend le contrôle d'une cité là aussi. Voilà, les membres, enfin les habitants de la cité voient une énorme ouag approcher et ils se rendent tout de suite. Et ils sont massacrés, hein, bien sûr. Donc il se développe vers le sud-est, bien pour me gêner moi, hein, de mon côté, que je ne puisse pas me développer très très vite et que je dois me déployer dans les montagnes en fait, hein, tout simplement. Donc voilà pour le premier tour de Lilian. Ensuite Pierre. Pierre, eh ben, il prend son grand Slann, hein, son général Slann, il jette son D6 plus 1 et il fait un beau 5 plus 1, donc 6 points de déplacement. Et ben c'est parti, il voit une tour de sorcier pas très loin dans les bois, il fonce dedans avec son prêtre mage Slann, hein, ce qui fait qu'il devient un monstre à la magie, cette bestiole. Donc voilà, pas de souci pour lui, hein. Il se conforte un petit peu dans son idée, il se verrouille, et il fait le superbe double 6 pour les points d'avancée dès le premier tour. Donc il gagne 12 points d'avancée, donc il se développe au maximum, et d'un coup l'Empire Homme Lézard là, prend une bonne partie de l'ouest de l'Estalie, partie de montagne, etc. Donc bien placé pour Pierre, qui faisait de grands clins d'œil à Lucie. Alors oui, j'ai pas dit les événements, mais Lilian il avait pris le face-à-face, et Pierre il avait pris l'alliance avec les hauts elfes, justement. J'avais oublié de le dire, pardon. Donc voilà pour le déploiement et les déplacements et les avancées des hommes lézards. Passons maintenant à Henri avec les guerriers du chaos. Alors, Henri avec les guerriers du chaos, il jette son dé de déplacement et il fait 4 plus 1 donc. Et lui, bah, il avance au plus possible vers une des cités, hein, qui est assez loin de lui, mais bon voilà. Il avance pas vers les vampires, mais il avance plutôt du côté des hommes lézards. Bon, il est un peu court pour aller à une cité, mais voilà, bon, il prend possession de son terrain. Et il jette ses 2d6 pour faire ses points d'avancée, et là, malheureusement pour lui, il fait 3. Donc c'est très compliqué pour lui. Comme il veut vite contrôler une cité, ben, il fait une sorte de chemin, hein, le chemin qu'a fait son général, parce qu'il est parti avec son grand général Seigneur du Chaos, bien entendu, hein, et ben, il fait que 3 hexagones qui grandissent derrière son général. Voilà, la corruption du chaos s'est emparée de ses terres. Ah, il a pas eu beaucoup de chance pour ses points d'avancée. Donc autour de Thomas. Alors Thomas, il n'avait pas d'événement, hein, vu que c'est le 5e à jouer. Il jette son dé pour le plus 1 pour son déplacement et il fait 1. Ouais, il a fait 1. Donc pas de chance pour lui, il fait le plus petit score, il fait que 2. Donc bah, il se dirige vers la cité fortifiée avec son grand général, enfin sa grande générale vampire. Voilà, donc pas super cool pour lui malheureusement. Il s'approche pas de moi, hein, vu qu'il y a toutes les montagnes à traverser. Non, non, hein, il préfère monter vers le nord et occuper une cité.
Également, ben, il jette ses 2 dés pour ses points d'avancée et il fait double 3, donc le 6, donc il se développe un petit peu sur le côté est, voilà, vers la ligne de chaîne de montagne, pour se développer tranquillement à l'abri des ennemis. Et enfin, donc, bah, pour finir mon tour, mon grand général du Graal, non, ma prophétesse, je prends ma prophétesse d'ailleurs, pas mon général du Graal, et je jette mon dé, donc je fais un dé, mais moi c'est plus 3 vu que je démarre depuis une plaine, et ben je fais 1, donc je m'en sors quand même pas mal avec mon 4, heureusement que j'avais mon bonus, et je m'approche et j'entre dans la cité fortifiée au nord de ma position, hein, pour la prendre, bien entendu. Pour mes points d'avancée, je jette et je fais un 10, donc je me développe là aussi. Du côté montagne un petit peu, nord-nord-ouest, parce qu'il y a un chef orque noir qui est vers chez moi et qui me saoule, déjà. Donc voilà, je me développe tranquillement. Donc ça, bah, tout ça c'était le premier tour, enfin voilà, la première phase de jeu du printemps. Et donc on a commencé déjà à compter les empires là, hein, pour savoir ben, l'ordre prochain pour notre deuxième série de généraux. Alors, Lucie possède 18 hexagones à l'égal de Lilian. Pierre en possède déjà 20. Henri en possède seulement 10. Thomas en possède 13. Et moi également j'en possède 18. Donc, eh bien, on a décidé de l'ordre suivant, que ça serait donc Henri, Thomas, Lucie, David, donc moi, Lilian et Pierre qui finira le printemps. Donc, bah, c'est parti pour la deuxième phase de jeu du printemps. On entame donc avec Henri. Henri, il décide de choisir l'événement Alliance, événement donc Alliance provisoire, et il s'allie avec les orques. Enfin, je savais qu'il allait avoir une couille dans le potage, et ben voilà, donc il s'allie déjà avec les orques, ça promet d'être mouvementé pour la suite. Il prend son prince démon, donc le deuxième général de son armée, il jette et il fait pour ses points de déplacement 4. Donc plus 1, il fait un beau 5 de déplacement, et il se déplace là aussi vers la cité fortifiée de l'ouest, en direction des hommes lézards, pour mettre un peu la pression à Pierre pour le prochain tour. Pour ses points d'avancée, il fait un 4, donc il se déploie un petit peu là aussi sur son ouest, et prend d'ailleurs possession d'une tour de sorcier. Le second à jouer, ben c'est Thomas, hein, bien entendu. Thomas, en événement, il prend le face-à-face, parce que, voilà, il veut l'enlever en fait aux orques, je pense. Enfin, je sais pas, voilà, il prend le face-à-face, et il utilise son armée de son grand nécromancien. Et au point de déplacement, il fait 3, donc 4 points de déplacement. Il se dirige parfaitement vers une mine, hein, sans aucun problème, et prend possession d'une mine. Donc voilà, il aura un bonus pour sa partie, enfin, pour son prochain tour, un bonus d'unité. Sauf si elle s'écroule, bien entendu. Pour ses points d'avancée, ben, il fait un 4. Ah, donc, enfin, il fait 4 en tout, non pas super. Il se développe, on va dire, ben, un petit peu, voilà, il fait grandir son empire sans vraiment arracher de pantalon. Ensuite vient le tour de Lucie. Alors Lucie, avec son armée de son maître du savoir, jette ses dés et fait 5 avec une relance, parce que sinon elle avait fait un 1. Elle fait 5 en déplacement et donc prend la cité fortifiée au nord de sa position, avec son maître du savoir de OS. Son événement, elle avait choisi les espions, au cas où quelqu'un venait l'embêter, mais surtout pour m'empêcher de le prendre face aux orques noirs. Vilaine petite fille. Ses points d'avancée, elle se débrouille pas mal parce qu'elle fait 6 et 3, donc elle se développe vachement bien au nord de sa position. Là, ça la consolide un petit peu dans ses idées. Ensuite, eh bien voilà mon tour. Alors, mon tour, c'est donc mon grand général du Graal, hein, qui lance ses dés. Avant, en événement, bien sûr, je prends celui-là qui reste, hein, les tourelles, et je jette mes dés de déplacement. Donc, quel que soit le résultat, vous y pensez bien, bah voilà, bien sûr, hein, je charge, j'attaque directement ce général orque noir. Donc nous étions contents car nous aurons au moins une bataille à cette saison pour le printemps. Et donc je prends mon général du Graal et je fais 2, donc largement suffisant vu qu'il était à côté de mon empire. Et j'attaque le général orque noir. Pour mes points d'avancée, je fais 9, donc je me débrouille pas mal, hein, je développe bien mon empire, et j'entoure en fait tout simplement l'hexagone qui est occupé pour l'instant par la bataille, comme quoi l'orque noir devra soit recombattre pour s'enfuir, soit là je vais lui péter la tronche et je m'occuperai de lui. Donc voilà pour mon tour. Je vais donc vous expliquer un petit peu la bataille qu'on a fait, Lilian et moi, pour ce printemps.
Alors cette bataille orc-gobelin contre bretonien, c'est donc son grand général contre mon grand général, nos deux généraux suprêmes. Alors, je vais pas vous la détailler comme à chaque épisode, hein, avec tous les mouvements, tous les tours, etc. Parce que sinon, là, imaginez la vidéo sur l'été où il y a 2 tours complets, elle serait beaucoup trop longue. Mais quand même, alors voici l'armée, je vais vous la détailler en vous montrant les photos de la partie, bien entendu. Donc voici l'armée de Lilian, hein. Alors une armée basée avec un gros nœud orque noir, orque sauvage. Oui, il a le droit de prendre ses orques sauvages, hein, même s'il n'a pas son grand général orque sauvage dedans. Un char orc, un char gobelin, les gobelins avec les fanatiques bien entendu, ses loups cavalerie légère, ses orques costos et son arachnarok. Il a pris également sa grande bannière, hein, avec son général orque noir dans ses gros bourrins breteurs. De mon côté, bien sûr, là aussi, j'ai pris mon armée de graleux, hein, avec la base de chevaliers du Graal, d'hommes d'armes, de quêteux, de chevaliers errants, les 2 régiments de chevaliers du royaume, un trébuchet et 10 archers. Alors, c'est une bataille à 2500 points, c'est pour ça qu'on a quasiment tout pris, toutes nos armées de campagne, enfin toute l'armée de campagne. Je crois qu'il restait qu'un char libre du côté de Lilian, et moi il me restait que mes archers, hein, et un trébuchet. Voilà, donc voilà. Donc la partie c'est simple, hein, c'est une bâche, on s'est fait une bâche simple à 2500 points. On a voulu garder un rythme assez simple pour le printemps. Donc un déploiement très classique, comme vous le voyez sur la table, hein. Les Bretoniens ont prié, bien entendu. J'ai prié pour avoir l'invulnérable de 6+ sur mon armée, et 5+ contre une force 5. Et en face, bien sûr, les orques se sont déployés avec une grosse base centrale d'orques noirs et d'orques sauvages, et quasiment tous les gobelins sur les côtés, plutôt que gobelins de nuit basés sur son flanc gauche à Lilian. Les décors n'étaient pas maudits ou quoi que ce soit, hein. C'est les nouveaux décors que j'ai sortis avec les ruines et la statue. C'était pour vous montrer un petit peu, vous donner un engouement. Alors du côté de mes Bretoniens, j'avais pris le domaine de la vie avec ma magicienne dans mes rois enfin dans mes chevaliers du royaume. Et de l'autre côté, il avait seulement son chaman orque sauvage niveau 1. Donc j'avais un avantage magique. C'était assez sympa. Ça a été une partie violente et surtout une partie assez surprenante parce que je m'en suis quand même pas si mal sorti que ça. Et du côté de Lilian, ça a été avec beaucoup de surprises et surtout beaucoup de fanatiques dégueulasses, hein. Ça a été vraiment tourné là-dessus. Je m'en méfierais vraiment à l'avenir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, voilà, il a formé une sorte de ligne un petit peu zigzagante, contournant ma ligne de chevalier avec ses gobelins sur loup pour aller menacer mes archers et mes machines de guerre. Et surtout, il a enclavé en fait mes hommes d'armes et mes chevaliers de la quête avec une vague de fanatiques immonde. Mais il a un petit peu affaibli son flanc droit par rapport à ça, parce que en face j'avais énormément de chevaliers en face de son flanc droit, et il s'en est pas assez occupé. Donc comme vous le voyez, hein, j'ai réussi à faire de super belles charges, et dont des charges combinées, avec les royaumes et les errants sur les orques lanciers, hein, une belle charge combinée. Et de l'autre côté, j'ai également fait la charge terrible des chevaliers du Graal et de mes 10 chevaliers du royaume sur les orques noirs. Dès le tour 2, hein, j'ai pu faire ça, à la fin du tour 2. Donc ça a été extrêmement violent, vu qu'il ne pouvait pas avoir d'avantage au tir ou à la magie. Il a voulu être violent, et c'est moi qui ai fait débaucher, hein. J'aurais foiré ma charge sans la vertu de ma grande bannière avec mes 10 chevaliers du royaume, mais j'ai tout réussi. Donc ça a été très sympa. Le problème, c'est que du côté de mes chevaliers de la quête, ils ont chargé à travers une volée de fanatiques, et heureusement que Lilian a loupé un petit peu ses jets de fanatiques. J'en ai traversé que 2, me tuant quand même 3 chevaliers de la quête au milieu. Je m'en suis bien sorti, mais je suis tombé en face de 40 orques sauvages quasiment. Ça a été très dur. À la fin du tour 2, la table avait déjà été un peu nettoyée sur mon flanc gauche, parce que je suis passé à travers ces orques avec ma charge combinée de chevaliers errants et de chevaliers du royaume. Mais les orques noirs ont tenu, alors j'en ai buté les 3/4, il en restait plus qu'une seule ligne, mais le général orque noir possède la couronne de commandement, et je lui ai pas proposé de défi tout de suite parce qu'ils sont vraiment trop monstrueux ces mecs en défi. Donc ils étaient toujours tenaces, ces orques noirs avec la grande bannière dedans, donc ils sont restés au corps à corps. Et mes chevaliers du Graal de la quête derrière se sont fait massacrer, il en restait plus que 3 au corps à corps. Ils avaient suffisamment tué d'orques sauvages pour ne pas s'enfuir au corps à corps par rapport au résultat de combat. Mes tirs avaient suffisamment assez affaibli les gobelins, mais pas assez pour leur provoquer une fuite.
Donc voilà, c'était un peu compliqué. Mes chevaliers du Graal et surtout mes chevaliers du Royaume avec la grande bannière se sont pris donc une charge de flanc de l'Arachnarok et du char orc. Ça a été très 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 violent. Mais c'est l'invulnérable de 5+, parce que là c'est tout de la force 5 qui m'a sauvé. Franchement, ça m'a carrément sauvé. Je m'en suis hyper bien sorti. Les orques noirs et leur général sont morts face aux chevaliers du Graal, ce qui fait que j'ai pu faire. Enfin, ils se sont enfuis face aux chevaliers du Graal. Donc les Graleux ont poursuivi et ont rattrapé les orques noirs, parce que j'avais tué leur grande bannière. Et les chevaliers du royaume ont pu se retourner face à l'Arachnarok et aux chars, sans s'enfuir, malgré la perte qu'ils avaient fait et le nombre de PV insuffisant qu'ils avaient fait sur eux, parce qu'ils sont encore indomptables, ils avaient encore un rang de plus que ces unités-là. Donc je m'en suis super bien sorti. J'en ai même profité pour retourner mes chevaliers errants et mes chevaliers du royaume pour encercler ce char et ce monstre terrible au corps à corps. Ces gobelins sur loup ont réussi à tuer mon trébuchet, mais derrière, malgré un affaiblissement de mon régiment d'archers par rapport au tir des archers gobelins, les gobelins sur loup ont tué mon trébuchet, mais se sont pris assez de tirs dans la tronche pour tous mourir à part leur héros en fait. Et le héros s'est enfui vu qu'il était bien trop loin de n'importe quelle chaîne de commandement. Ça s'est quand même assez bien passé. Les fanatiques gobelins sont presque tous entretués. Il en restait plus qu'un dès le tour 4. Donc on s'en est quand même bien sorti de mon côté. Hein. Franchement, j'étais content. Pour ce qui est des dernières phases de corps à corps, ben, les orques sauvages ont chargé à travers mes halbardiers. Ça a été très attendu. Parce que je me suis dit, ils vont frapper très très fort. J'étais un peu plus nombreux qu'eux, mais bon, voilà, c'est des orques sauvages, voilà, ils frappent énormément. Mes hommes en face, ils sont pas de protection, quasiment, hein. Donc c'est surtout, je comptais surtout sur mon héros avec la couronne de commandement hein, pour me sauver. Et bien sûr, moi en réponse derrière, à mon tour d'après, j'ai chargé de dos la Ragnarok avec ma dualité de chevalier errant et chevalier du royaume. Mes hommes d'armes ont tenu, la Ragnarok elle est morte. Ils ont tenu suffisamment les hommes d'armes en fait pour être sauvés à la fin de la partie par une belle charge des Graleux et des chevaliers du royaume survivants avec la grande bannière. Perdant l'indomptabilité, ben, les orques sauvages se sont enfuis, ils ont été rattrapés par les Graleux, et les Graleux sont rentrés en contact sur le flanc des Gobelins de la Nuit et les ont massacrés au tour 6, ce qui fait, comme vous le voyez, j'ai annihilé les orques et Gobelins de Lilian à cette partie. Ça a été... j'ai quasiment rien perdu à part mon trébuchet et mes chevaliers de la quête hein, qui sont morts face aux orques sauvages. Mais waouh, ça a été très 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 sanglant. Lilian était hyper déçu. Il aurait préféré faire un face-à-face avec son général, bien entendu, mais voilà, bon, il s'en est bien sorti. Enfin, je m'en suis bien sorti, pardon. Et ça a donné tout de suite voilà, la note par rapport à mes Bretoniens pour cette campagne. C'est pas parce que t'es gros, vert et costaud que tu me fais peur, mon cher Lilian. Voilà. Donc, à la fin de cette terrible bataille, Lilian a donc perdu sa position avec son général orque noir et a utilisé la règle de son armée, hein, la règle spéciale de son armée, et l'a rapatrié à l'endroit qu'il désirait, donc au sud de sa position, là aussi pour venir soit me remenacer derrière, soit pour repartir de l'autre côté, sans aucun souci. Donc voilà pour cette fameuse bataille de Bretoniens contre Orques. Ça a été justement au tour de Lilian, juste après. Alors le tour de Lilian, ça a été avec son général orque sauvage, vu que son orque noir vient de se faire bouter de mon territoire. Son général orque sauvage jette ses dés de déplacement et il fait un beau 3. Voilà, pas génial. Il s'enfonce un peu dans les bois en direction de la mine. Là aussi, soit pour venir la contester aux elfes, soit pour un petit peu menacer Lucie, hein, tout simplement. À ses points d'avancée, il fait un beau 6 quand même, Lilian, donc il comprend que je n'étais pas très bien d'accord avec son invasion, donc il se développe plutôt sur l'ouest de sa position, là vraiment pour bien montrer qu'il se méfie de mes Bretoniens. Et enfin, le tour de Pierre, avec son grand général Carnosaure, il fait un beau 6 hein, pour ses points de déplacement, donc il avance juste dans la périphérie de la cité fortifiée, voilà... Il peut pas la prendre, il peut pas combattre, mais il s'en approche. Et pour s'aider d'avancer, il fait un 6. Donc il développe sur le sud de sa position. Et on a tout de suite compris que Lucie et Pierre s'étaient bien entendus tous les deux. Parce que
ils se déployaient, enfin, ils se développaient l'un en face de l'autre sans se menacer. Donc on a tout de suite compris, tous les 4 autres joueurs, que tous les deux là, il y avait l'air d'avoir une espèce d'alliance qui a été forgée on ne sait comment. Donc voilà, on va voir ce que ça donne un petit peu pour le reste de la campagne. Donc voilà, c'était tous les déplacements et les combats et les avancées, les déploiements de ce printemps, de cette campagne en Estalie. C'est une fin de saison, donc l'ordre des empires, hein, lesquels sont les plus petits, lesquels sont les plus grands. Donc le plus petit empire c'est Henri, hein, Henri avec ses 15 hexagones. Ensuite ça a été Thomas, Thomas avec ses 23 hexagones. Ensuite on avait Lilian qui en possédait 25. Il y avait aussi, de mon côté, hein, mes Bretoniens qui en possédaient 27. Pierre qui lui était déjà avec 28 hexagones. Et on avait devant tout le monde Lucie qui avait quand même 32 hexagones déjà. Ah, madame s'en sort déjà pas mal. Donc pour tout ça, vu que c'est une fin de saison, on a déjà commencé à calculer et à comptabiliser le nombre de civils qu'on ramenait dans notre capitale, soit pour les tuer, soit pour les évacuer. Alors, Lucie réussit avec ses 30 hexagones, non, 30, pas 32. Avec ses 30 hexagones, elle arrive à sauver 710 civils, parce qu'elle possède quand même une cité fortifiée. Hein. Donc elle jette 28 des 3, et elle jette un des 6, et un des 10 et un des 20, parce qu'elle possède une cité fortifiée, et elle sauve 71 x 10, 710 civils à cette partie. Pierre, lui, il en sauve 560 derrière, avec tout ce qu'il possède, tous ses hexagones vides, parce qu'il ne possède rien d'autre de son côté, lui. Ensuite, de mon côté, moi je sauve 630 civils, avec un beau jet grâce à ma cité, fortifiée que je possède. Ensuite, nous avons Lilian qui en sauve 560, enfin pardon, qui en tue 560, excusez-moi. Non, c'est pas Lilian. Zut, je me gourre. Alors on a Lucie qui en sauve 710, moi j'en sauve 630, Lilian avec ses orques et gobelins il en tue 620, pardon, et Pierre avec ses hommes lézards, lui il en sauve 560. Thomas avec ses contes vampires il en tue 550 civils, et Henri avec ses guerriers du chaos, n'ayant pas capturé de cité à ce tour-là, il jette et il fait seulement 250 civils, en même temps c'est lui qui a le plus petit empire. Donc voilà pour le printemps. Lucie a déjà une bonne avance avec 710 civils, un bon classement, je suis deuxième, je suis assez content. Thomas, grâce à sa mine, peut ajouter 50 points bonus, et il gagne également 20 zombies, parce qu'il a capturé une cité fortifiée, et il a le droit d'utiliser 20 zombies de plus à sa prochaine partie. Et du côté de Lucie, vu qu'elle possède également une mine, elle gagne également 50 points bonus grâce à sa mine pour l'été. Donc, voilà pour la fin du printemps. Les hauts elfes et les hommes lézards là, sont quand même vachement bien développés sur l'ouest. Apparemment, ils se protègent mutuellement. De mon côté, je suis quand même vachement entouré d'ennemis, là, je sais pas très bien comment m'en charger, et Henri a du mal à démarrer cette campagne, il n'a pas été accompagné par le blizzard du Nord, donc il est un peu ralenti. Donc voilà pour le premier tour du printemps, je vous rappelle le classement, donc Lucie 710 civils sauvés, moi j'en ai sauvé 630, Lilian en a tué 620, Pierre en a sauvé 560, Thomas en a tué 550 et Henri en a tué 250 à sa capitale. Donc voilà, les empires se développent et on attend avec impatience l'été parce que vu qu'elle va faire 2 tours l'été et qu'on est déjà presque côte à côte pour beaucoup d'empires, ça va aller très très vite et surtout très violemment. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Il est un peu court mais c'est normal, c'est toujours le début de la campagne, hein. On se met en place et on se tourne autour, on se jauge. Hein. Et donc je vous retrouverai pour certainement la semaine prochaine pour l'épisode 36 de Warhammer Made by Amateur. Et pour le futur épisode de la campagne, on a réussi à se débloquer tout ça un week-end, le week-end prochain. Donc c'est cool, on pourra faire au moins une bonne partie de l'été, si ce n'est l'été. Parce qu'on on va faire une journée complète. Là c'était fin d'après-midi. Donc portez-vous bien, longue vie à battle, au vrai battle, et encore merci à vous. Allez, à la prochaine.